Salut tout le monde, donc aujourd'hui nous sommes sur la ferme de Maud Cloirec et Franck Le Breton, donc dans le Haut-Corlay, dans le centre-Bretagne. Donc on vous propose cette ferme ouverte virtuelle sur la thématique de l'installation en bovin lait en reconversion professionnelle. Donc cette ferme ouverte est filmée dans le cadre du mois de l'installation transmission. Donc le constat qui est fait aujourd'hui, c'est que sur 3 départs en retraite, il y a un jeune qui s'installe et 2 autres fermes qui partent à l'agrandissement. D'ici 10 ans, il y a plus de la moitié des agriculteurs bretons qui partiront à la retraite et il y aura énormément de fermes laitières à reprendre. Se pose donc la question de qui va pouvoir reprendre ces fermes laitières et dans quelles conditions. Il y a énormément de personnes non issues du milieu agricole, qu'on appellera par la suite de la vidéo NIMA, qui s'intéressent de plus en plus à l'agriculture, mais très peu s'installent en élevage laitier, en bovin lait. Pourquoi? Donc il y a plusieurs freins qui ont été identifiés. Donc déjà, premier frein, des montants de reprise et des investissements importants avec des grosses fermes et beaucoup de surface. Deuxième frein identifié, l'astreinte et de la traite, l'astreinte de l'élevage 7 jours sur 7, 365 jours par an avec 2 traites par jour. Troisième frein identifié, est-ce que l'élevage bovin lait remplit les conditions et mes objectifs en termes éthiques et environnementaux? Et enfin, quatrième frein identifié, les non-issus du milieu agricole connaissent très peu l'animal, la vache, et appréhendent difficilement cet animal. Cette ferme ouverte va nous permettre de voir en quoi un système bovin-lait peut répondre à ces interrogations et peut permettre à des NIMA de s'installer ici en Bretagne. Nous aurons aujourd'hui donc de nombreux témoignages d'éleveurs et de techniciens animateurs pour vous aider dans votre démarche à l'installation et vous montrer en quoi le système en bovin-lait peut répondre à toutes vos interrogations. Bonjour, Franck Le Breton, installé depuis 2012 sur la ferme au Haut-Corlay, donc entre Rennes et Brest. Initialement, moi j'ai repris la ferme de mes parents. C'était un système herbager classique. Sur les 69 hectares à l'époque, il y avait 15 hectares de céréales et une grosse dizaine de maïs. Un système qui fonctionnait bien, 40-45 vaches laitières et avec du travail, comme une exploitation classique en vaches laitières. Dès 2012, à l'installation, j'ai signé une MAE SFEI à l'époque qui limitait la consommation de concentrés, de produits phytosanitaires, la surface de maïs et augmentait la part en herbe. Et progressivement, avec l'appui des groupes du CEDAPA, j'ai fait évoluer mon exploitation vers un système de plus en plus herbagé, pour arriver jusqu'à la fermeture de salles de traite et le village groupé de printemps. Je suis Maud Cloirec, donc l'associée de Franck et aussi sa conjointe dans la vie. Je me suis installée en 2017. On a progressivement continué de faire évoluer à la ferme pour aujourd'hui être en toute herbe. Donc on a 68 hectares, 45 vaches laitières qu'on a croisées aussi progressivement. Et donc on est arrivé à grouper les vélages au printemps, alors qu'auparavant les vélages avaient lieu un petit peu toute l'année. Donc à l'installation de Franck en 2012, il était tout seul sur l'exploitation. Ça représentait environ 70 heures par semaine de temps de travail, sans compter les bons coups de main de ses parents. Du coup, quand je suis arrivée en 2017, le fait de grouper progressivement les vélages au printemps nous ont permis d'avoir du travail pour tous les deux sans se rajouter de vaches ni de surface en plus. On a donc pu partager le temps de travail qui existait. Depuis cette année, on a même embauché un salarié à 3 fermes, donc on a 40% de temps de travail salarié en plus pour faciliter les pics de travail, mais aussi les remplacements pour week-end ou vacances. Une année chez nous commence au mois de mars avec les premiers vélages. On a environ 45 petits veaux à naître sur les 6 semaines de mars à la mi-avril. Donc le travail à ce moment-là consiste à traire le matin et le soir et puis à s'occuper des petits veaux qui viennent de naître, c'est-à-dire leur amener du lait et puis vérifier qu'ils vont bien. Ensuite, au mois de la mi-avril jusqu'à tout le mois de mai, on a une période un petit peu de creux. On n'a plus de vélage. Par contre, on a tout l'entretien des clôtures puisque les vaches ont recommencé à pâturer dès le premier vélage. Donc, il faut faire le tour de l'ensemble de la surface. À partir du 28 mai et tout le mois de juin jusqu'au 10 juillet, on va dire. Là, c'est la saison des inséminations pour les vaches, du taureau qui est mis avec les génies.
génisses pour avoir des petits veaux l'année prochaine au mois de mars. Le mois de juin, c'est aussi la période des foins, c'est-à-dire qu'on va récolter tout le surplus de la pousse d'herbe du printemps que les vaches n'ont pas pu pâturer. Ce surplus de foin sera utilisé ensuite en fin d'année quand l'herbe commence à manquer au pâturage et puis en période de plein hiver où l'herbe ne pousse plus. Ensuite, à partir de la mi-juillet, même du début juillet, donc on passe en monotraite. C'est une période, du coup, il n'y a plus que emmener les vaches au pâturage. Les petits veaux sont déjà au pâturage depuis le début avril. Donc le pâturage qui a démarré depuis le mois de mars et qui va se dérouler jusqu'au 20 décembre se fait pour les vaches laitières sur les 40 hectares qui sont accessibles autour de la salle de traite, qui sont divisés en paddocks, donc il y a environ 20 paddocks chez nous. Et donc les vaches vont tourner d'un paddock après l'autre au fur et à mesure pour leur offrir toujours une herbe de qualité sans enlever toute l'herbe qui est présente sur la parcelle pour permettre une repousse au fur et à mesure. Pour les petits veaux qui sont au pâturage dès le début avril, c'est pareil, ils tournent sur un ensemble de 6 paddocks autour du bâtiment, ce qui nous permet de continuer à leur apporter du lait au pâturage. Et puis pour les génisses qui sont nées l'année d'avant, elles ont aussi leur paddock à elles sur lesquels elles tournent au fur et à mesure. Donc on a 40 hectares pour les vaches et 18 hectares pour l'ensemble des génisses. Et ensuite, on va avoir une étape de tarissement qui va commencer le 20 décembre, donc juste avant Noël. Et là, tout simplement, on arrête de traire les vaches. Elles sont rentrées au bâtiment puisque c'est une période de l'année où l'herbe n'est plus disponible au pâturage. Et ça permet aux prairies de se reposer avant le redémarrage du pâturage l'année suivante. Et donc, pendant cette période de tarissement, notre travail consiste à aller vérifier que les animaux vont bien, nettoyer un petit peu les bouses pour qu'elles aient un environnement toujours propre. Pour la 5e année consécutive, on fermera donc la salle de traite du 20 décembre jusqu'au 1er mars. Et aujourd'hui, on se retrouve à avoir des charges minimales. Donc dans ce système, les seules charges qui servent, c'est pour produire du lait. C'est le fermage, l'électricité, le carburant qui est minime, rémunérer la main-d'œuvre, les inséminations, les vétérinaires. Mais toutes ces charges-là, on a permis de les compresser au maximum en passant en vélage groupé de printemps et surtout en toute herbe. Aujourd'hui, on fait un produit d'à peu près 165 000 € sur la ferme et on a 60 000 € grosso modo de charge. Donc on arrive à un EBE autour de entre 100 et 110 000 €. Pour faire simple dans l'architecture comptable de notre ferme, aujourd'hui les primes PAC et les produits viande et vente de foin nous permettent de couvrir l'ensemble de nos charges. Donc la vente de lait, c'est notre EBE. Donc cet EBE, il nous sert à rembourser la banque pour l'installation et le bâtiment et aussi à se rémunérer. Donc jusqu'en 2019, on avait 40 000 € d'annuité. Dès l'année prochaine, on passe à 20 000 € d'annuité. Donc on a fait le choix de passer en monotraite et d'embaucher François en temps partagé. Donc grosso modo, c'est 10 000 € le passage en monotraite de produits en moins et 10 000 € de charges en plus. Donc on retrouve nos annuités. On a préféré plutôt qu'investir, toujours investir dans du bâtiment ou dans du matériel dont on n'a pas besoin dans ce système. On a préféré investir dans l'humain pour pouvoir se libérer du temps pour nous, pour notre famille, pour nos engagements professionnels et pour avoir du temps libre tout simplement. Donc au niveau du temps de travail sur la ferme, il y a vraiment 3 périodes qui sont liées à la traite notamment. Donc sur la première période du mois de mars jusqu'à mi-juillet où on a les vélages, les inséminations, la reproduction, le foin et l'entretien des clôtures. Sur la ferme, il y a 70 heures de travail semaine, c'est ce qu'on appelle notre pic de travail. 70 heures semaine, c'est pour tout le monde en fait. Donc on se le répartit entre 2,4 travailleurs. Ensuite, à partir du moment où on passe en monotraite,
retraite, on est plutôt sur un temps de travail de 25 heures semaine, toujours à répartir entre 2,4. Et à partir du moment où on tarit les vaches, là on se retrouve à 1 heure de travail et plus un petit peu, donc on est à 10 heures semaine d'astreinte. Donc au niveau de l'embauche de François, ça nous a permis d'avoir un peu plus de week-end, de libre, ce qu'on n'avait pas jusque-là, et aussi de pouvoir avoir toujours la même personne pour se faire remplacer. C'est-à-dire que là, on part entre 6 et 7 semaines par an et on a toujours le même remplaçant. Avant, on partait, mais c'était plus avec le SDEC. Là, maintenant, on est en emploi en temps partagé, donc on est sûr d'avoir la même personne qui connaisse la ferme. Aujourd'hui, on arrive à prendre à peu près un week-end par mois, sachant qu'en hiver, on a très peu de travail, on arrive à s'organiser. Au-delà de l'astreinte qu'on a, c'est aussi d'être libre dans notre journée. Et on a beaucoup de temps libre pour nous, pour nos engagements à l'extérieur, voir des collègues, participer à des groupes, des formations. Et ce temps d'hiver, je trouve qu'il est primordial pour pouvoir prendre du recul sur son travail et aussi réfléchir à ce qu'on veut mettre en place comme projet pour l'avenir. Aujourd'hui, avec ce système, le fait de ne plus retourner des prairies permanentes, ça nous a changé beaucoup de choses dans notre vision de notre ferme et aussi de nos terres. C'est-à-dire qu'on ne retourne plus les prairies, on stocke du carbone. La place de l'arbre n'est plus la même. Aujourd'hui, c'est plus un problème par rapport aux cultures et aux machines, c'est plutôt un allié par rapport au changement climatique. On se rend compte qu'on est dans un contexte où ça bouge, les étés sont de plus en plus chauds, on a besoin d'avoir des abris pour nos animaux. Donc là, le rôle de l'arbre, il est hyper important. C'est pour ça qu'on a replanté 2 km de haies depuis 2 ans. On va encore replanter 1 cette année. C'est très important pour être encore là demain, pour faire face au changement climatique. On a aussi travaillé sur tout ce qui est économie d'énergie. On a mis en place un chauffe-eau solaire pour réduire notre consommation d'eau chaude sur la ferme, un réducteur sur la pompe à vide, un pré-refroidisseur avant le tank à lait. Aujourd'hui, on doit baisser notre consommation d'énergie et on a la chance dans notre système de pouvoir compenser environ 3/4 de nos émissions de gaz à effet de serre par la séquestration du carbone dans les prairies et dans les arbres. Je m'appelle Thierry Guéhennoc, je travaille en lien avec une association d'agriculteurs qui s'appelle l'association Terres et Bocages, dont Franck et Maud font partie. Et cette association a pour objectif de faire des plantations sur les exploitations agricoles, de les entretenir avec une logique où ces plantations font partie du système de production, parce qu'en général elles rendent des services, notamment dans les systèmes herbagés, où les vaches passent beaucoup de temps dehors et où on a tout intérêt à avoir du bien-être lié à la protection des haies, à limiter le dessèchement des prairies, parce que le vent est un grand facteur de dessèchement. Donc les haies prennent du poil de la bête, on peut dire. C'est malheureux à dire, mais pour des mauvaises raisons. Avec le réchauffement climatique, il sera d'autant plus intéressant de se protéger des excès climatiques. Donc du coup, le travail avec le réseau d'agriculteurs de l'association, il y a quand même différents profils, même s'il y a une majorité d'éleveurs herbagés. On peut être amené à faire des haies qui ont un rôle de clôture, d'autres qui sont vraiment des haies arborescentes, qui ne vont pas être gérées tout à fait de la même façon, mais qui produiront des arbres de qualité. Et en général, sur une même exploitation, on peut combiner, selon les endroits, selon les parcelles, différents types de production. Et ici, aujourd'hui, on passait notamment pour un objectif de production fruitière. Donc à travers l'association, on est assez large sur les objectifs qu'on peut remplir, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une association pilotée par des agriculteurs qui mutualise à la fois de l'achat de plants, du conseil et l'organisation de travaux d'entretien à long terme. Alors depuis mon installation en 2012 à aujourd'hui, le passage en vélage groupé de printemps et en système toute herbe bio, je suis passé de polyculteur-éleveur à permaculteur-éleveur. Aujourd'hui, ça a changé beaucoup de choses sur ma façon de travailler. Ça a donné un sens à mon métier dans un contexte où ça change très vite. Les enjeux climatiques et sociétaux sont énormes. Je me définis plus comme un exploitant agricole comme en 2012. Aujourd'hui, je suis un paysan. Je travaille pour la société. On modèle le paysage, on essaye de rendre quelque chose pour les générations futures qui soit encore vivable et viable. Et c'est vrai que depuis quelques temps, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de jeunes qui sont en quête de sens et moins jeunes aussi en reconversion professionnelle. Ça évolue très vite et c'est vrai qu'il y a beaucoup de fermes à reprendre. Et là, concrètement, on peut agir en s'installant sur des fermes
Voilà, sur 20, 30, 50, 100 hectares, c'est autant de terres qui vont être conduites d'une manière agroécologique convenable, qui vont faire avancer les choses dans le bon sens. Il faut qu'il y ait des personnes à s'installer. Aujourd'hui, l'enjeu de renouvellement des générations, il est crucial. Ce système de village groupé, il permet de lever une partie des freins à l'installation qui sont l'investissement, le temps de travail, l'astreinte. Aujourd'hui, on est sur un système qui est beaucoup plus accessible pour des personnes non issues du milieu agricole et il y a un moment où il faut juste passer le pas. Chez nous, on a fait le choix de la filière longue, aussi parce que c'était l'historique de la ferme et puis c'est une ferme qui est assez grande. Donc pour pouvoir manger toute l'herbe issue de la ferme, il faut un certain nombre d'animaux. En tout cas, c'est ce qu'on pensait jusque-là. Et puis finalement, on se rend compte au fur et à mesure, depuis qu'on a mis les villages groupés, qu'on a redonné sens aux arbres, on se rend compte qu'on est peut-être allé dans des systèmes très spécialisés en agriculture. Nous, on est spécialisé en lait et nous, on se rend compte qu'on pourrait facilement installer quelqu'un qui ferait de la transformation fromagère, donc en circuit court. On pourrait aussi installer quelqu'un en arboriculture en recoupant nos paddocks par des linéaires de fruitiers. On pourrait facilement installer quelqu'un en paysan boulanger. Donc tout ça, ça nous donne beaucoup de matière à réflexion et une autre vision de l'agriculture de demain où on sera peut-être beaucoup plus complémentaires les uns les autres plutôt que spécialisés chacun dans notre production. Biolait, c'est un groupement de producteurs, c'est pas une coopérative. Hein. On pense souvent que c'est une coopérative, mais c'est le même principe. C'est surtout l'idée d'avoir des producteurs qui se sont regroupés à l'origine pour collecter du lait bio et fournir après tous les clients potentiels. Tous les clients potentiels, c'est toute l'industrie laitière qui peut exister en France, mais c'est aussi tout un tas de petits transformateurs sur les territoires qu'on peut approvisionner en lait bio pour permettre de la transformation et puis derrière alimenter et donner aux consommateurs une offre de produits bio sur toute la France. C'est une structure nationale avant tout, puisqu'on est organisé au niveau français pour tout un tas d'aspects de mutualisation. On a la volonté d'être sur un système où il y a beaucoup d'entraide sur tous les secteurs de la France. Et je dirais que ça a une notion territoriale dans le sens où on est attaché à ce que les réalités de chaque producteur, qui sont dans des secteurs différents, soient prises en compte. Je pense par exemple à des producteurs de biolait qui sont en zone de montagne, qui sont parfois difficiles à les collecter. Ça a des coûts supplémentaires. Mais quand on vient ici collecter du lait dans des zones plus denses, comme chez Maud et Franck, on collecte du lait sur des zones sans doute plus faciles parce qu'il y a beaucoup plus de producteurs au kilomètre. Et en fait, nous, on a cette volonté d'avoir une recherche qui permet de mutualiser tous les coûts et tous les gains, pour qu'ensemble, on partage en fait le gâteau et l'efficacité de biolait sur le territoire national. Donc on a actuellement chez Biolait 1350 fermes qui adhèrent. C'est en constante progression depuis des années. Ça a été créé en 1994 à partir de 6 fermes. Et la volonté, c'est toujours la même, c'est de continuer à permettre à tout producteur de lait qui souhaite demain valoriser son lait en bio, de trouver une solution. Ce qui a longtemps été difficile pour la plupart d'entre nous. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de collecteurs, mais Biolait a fait ce travail et est présent sur ces 73 départements en France, qui permet à tout un tas de producteurs d'enfin valoriser leur lait en bio quand ce n'était pas possible avant. Notre volonté, c'est vraiment de permettre à tous les producteurs de livrer leur lait, mais c'est aussi de faire en sorte que le lait bio soit un produit accessible. Tant au niveau du prix, sans doute la filière longue permet ça, mais aussi de permettre à ce que tous les consommateurs qui soient éloignés des fermes, et c'est souvent le cas en réalité, la plupart des consommateurs sont très loin des fermes et ont peu de possibilités de consommer bio si aujourd'hui les filières longues ne leur proposaient pas à travers l'industrie des produits dans les supermarchés, mais aussi dans les magasins et dans les restaurants. Et c'est clair que notre lait, il est livré dans ce système de filière longue, mais ce système, il permet aussi ça. Il permet à tout le monde de pouvoir accéder aux produits bio et au lait bio, qui permet le développement des fermes bio partout en France, quoi.
Le renouvellement des générations à Biolay, c'est quelque chose d'important pour nous, le renouvellement et puis aussi les nouvelles installations. On est régulièrement sollicité par des jeunes qui viennent nous voir, et des jeunes et puis des fois des moins jeunes pour des conversions ou pour des installations. En tout cas pour la partie installation, quelqu'un qui a un jeune qui veut s'installer, on lui demande de faire une demande d'adhésion, et puis dans ce cadre-là, un administrateur et puis un producteur du secteur va venir le rencontrer sur un créneau de 2-3 heures. On va essayer de faire le tour de la ferme, discuter avec lui, échanger beaucoup sur le projet, sur la technique, parce que finalement nous on est des paysans avant tout. C'est les producteurs qui portent un peu Biolay dans les fermes. Et on va échanger, voir un peu comment ça peut se faire, quelles sont les attentes des jeunes qui s'installent, et puis voir un peu comment nous on peut les accompagner en termes de collecte. Et puis après on a un accompagnement économique, c'est-à-dire qu'on a une aide à l'installation sur toute personne qui s'installe sur une ferme Biolay, quel que soit son âge. Il y a une aide de 6 000 € par personne. Donc c'est vrai qu'on ne s'arrête pas à cette limite des 40 ans, c'est-à-dire quelqu'un qui s'installe sur une ferme Biolay, s'il peut s'engager sur 5 ans, on l'accompagne. Ça c'est un effort de tous les autres producteurs. Donc le collectif paysan, c'est un ensemble d'associations qui est composé d'un syndicat, la Confédération Paysanne 22, l'association de développement qui est liée à la Confédération Paysanne, Agriculture Paysanne 22. Il y a également le CEDAPA et il y a Terre de Liens, plus au niveau du foncier. Agriculture Paysanne, il propose vraiment tout un panel de formation et de suivi. Donc on va aller de l'installation à la transmission, mais en passant également par des formations plus techniques, de gestes, de pratiques en collectif, pour que tout au long de la carrière du paysan et qu'il y ait un suivi au cours de l'installation. Alors concrètement, quand on a l'idée de vouloir devenir paysan, on va passer par plusieurs étapes. Donc il va déjà y avoir l'émergence du projet, de se dire moi quand même je me dis j'aimerais bien devenir paysan, ça m'intéresse, mais en fait je vois pas trop bien en pratique ce que c'est. Donc Agriculture Paysanne propose un stage de 3 semaines en ferme, dans les fermes du réseau, donc dans toutes les productions possibles. Voilà, ça va nous donner une idée pratique de qu'est-ce que c'est le métier. Après il y a également une formation de 5 jours vraiment sur l'émergence de projet avec l'idée au projet. Donc on a une idée et qu'est-ce que ça veut dire derrière et qu'est-ce qu'on peut faire sortir et quels sont nos objectifs et tout ça pour vraiment derrière pouvoir concevoir un projet qui soit vraiment proche de ce qu'on veut, parce que c'est ça être paysan, c'est vraiment choisir son projet de bout en bout, mais en réalisant ses finalités, mais en voyant la réalité du terrain aussi, quoi. Voilà, et donc après on passe plus dans de la conception, plus dans du montage de projet. Donc il y a la SIAP qui propose un stage paysan créatif sur 9 mois, sur même 1 an, où il y a des formations en collectif pour orienter son projet, etc. Et beaucoup de stages en ferme, dans plusieurs fermes différentes, des fermes qui sont plus locales, des fermes très techniques sur notre production, et sur la ferme où potentiellement on veut s'installer. Et donc ce stage paysan créatif, il va nous permettre aussi de s'installer sur un territoire avec un groupement de producteurs, de paysans et de non-paysans, qui vont suivre le futur installé pour vraiment se créer du réseau localement, quoi. Si par exemple vous voulez vous installer en bovin-lait, donc vous allez pouvoir faire ce stage de découverte. On a plein de fermes dans le réseau qui sont en bovin-lait, comme chez Franck et Maud Le Breton, ils accueillent du monde. Chez nous à la Rainette, on peut accueillir des gens aussi. On a beaucoup de fermes du réseau en bovin-lait. Donc on va pouvoir faire ce stage de découverte. On est également dans tout le suivi 3P, dans le parcours à l'installation dit conventionnel. Agriculture Paysanne fait du suivi à l'installation. Donc on va pouvoir être présent à tous les moments clés de ce parcours. Du coup, donc il y a toute cette partie-là qui est plus liée à du montage de projet, l'aide administrative, à qu'est-ce qu'on doit faire quand. Mais il y a aussi une partie plus pratique que propose Agriculture Paysanne, avec des formations vraiment d'initiation de base
à l'agriculture paysanne. Donc on a toute la pratique tracteur, les bases du tracteur, de la conduite, la soudure, ce qu'on fait quand même beaucoup en ferme, on a besoin de savoir réparer son matériel, initiation chien de troupeau, on a également des stages sur l'entretien des haies avec la MSA. Donc voilà, on a aussi tout un panel de formations techniques de base sur des pratiques paysannes, donc par des formateurs paysans du réseau ou par des formateurs plus techniques qui vont permettre aux porteurs de projets de se rassurer, de gagner en compétences et d'aller plus facilement aussi en stage et vers d'autres paysans parce qu'on est moins débutant, quoi. Au niveau des porteurs de projets, voilà, donc nous on est là pour les aider, pour faire mûrir leurs projets. Mais donc on les fait mûrir leurs projets par le biais de rencontres avec d'autres paysans, de stages pratiques, de formations, etc. Mais c'est vraiment toujours le porteur de projet qui a le dernier mot et qui fait ses choix. Ça c'est important. Nous, agriculture paysanne, on n'est pas là pour donner les clés toutes faites, des solutions toutes faites aux porteurs de projet. Chacun a ses idées, chacun a ses finalités. Et ça on le respecte profondément à agriculture paysanne. Et c'est pour ça que toutes les productions sont représentées et tout type de porteurs de projet. On a des non-issus, on a des gens qui viennent du monde paysan et on a des agriculteurs plus conventionnels aussi qui viennent à nous. On n'est pas fermé à notre seule paysannerie. Tout le monde vient avec ce qu'il est et a des choses à apporter à agriculture paysanne et vice-versa. Vous avez donc pu voir le parcours à l'installation ainsi que le collectif pouvant vous accompagner lors de ce dernier. Les systèmes village groupés de printemps sont donc une réponse sociale, économique et environnementale aux attentes sociétales et en plus répondent aux attentes des NIMA et des futurs installés. Par contre, pour s'installer dans un système village groupé de printemps, cela peut nécessiter un accompagnement plus technique. Pour cela, le CEDAPA propose trois accompagnements différents. Le premier, c'est un accompagnement individuel qui va pouvoir s'adapter à chacun des projets que vous pourriez décider de monter. L'objectif, c'est de vous accompagner dans la réflexion de ce projet et d'utiliser un outil qui a été développé par le CEDAPA fort de cette année de retour d'expérience sur des systèmes en village groupé de printemps. L'objectif, c'est de construire ensemble l'assolement, le cheptel, la ration et d'adapter tous les choix techniques qui peuvent être faits à vos objectifs et à vos stratégies pour estimer ce que pourrait devenir d'un point de vue organisation et d'un point de vue bilan économique votre exploitation à un horizon de 5 ans. Donc ça, on peut faire ça gratuitement et individuellement pour chacun de vos projets. Deuxième accompagnement qu'on peut vous fournir, ce sera un accompagnement collectif. Depuis maintenant 2013, un groupe d'éleveurs et au CEDAPA travaille sur les systèmes en village groupé de printemps. Ces groupes sont très utiles pour que chacun puisse échanger sur son système, sur les difficultés qu'il peut rencontrer, mais aussi sur les avantages que peut présenter son système. Le groupe se réunit 4 à 6 fois par an, justement pour faire ces échanges et pour améliorer ses pratiques. Et enfin, au CEDAPA, on a pu réaliser une étude qu'on pourrait présenter comme un cas type d'installation en système village groupé de printemps. Donc l'étude s'appelle « S'installer à 45 vaches sur 50 hectares en système herbagé village groupé de printemps » et elle est disponible auprès du CEDAPA. Vous pouvez la demander en version papier dès à présent.